aujourd'hui avec une nouvelle conférence sur une thématique très intéressante pour nous les femmes, ménopause et périménopause. Moi, je suis Élise Alphonse, je suis en charge de la communication chez CCMO Mutuel. Et pour parler de ce sujet, nous recevons aujourd'hui le professeur Rosalie Caprigoubet qui va nous accompagner pendant cette petite heure sur le sujet de la ménopause et périménopause. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser via les messages. Je les centraliserai et je les poserai soit au fur et à mesure, soit en fin de partie. La conférence est construite en 3 parties, donc je laisserai le professeur parler et ensuite je poserai vos questions. Donc professeur, je suis heureuse de vous recevoir et je vais vous laisser la parole et vous poser une première question. Qu'est-ce que c'est que la ménopause? Eh bien, bonjour à tous et puis bon bah merci en tout cas de cette initiative qui permet de prendre le temps de pouvoir échanger sur toutes ces questions qui sont très importantes effectivement dans la vie des femmes mais aussi dans la vie des couples en fait de par ces grandes étapes pour les femmes, de prendre le temps d'en discuter, de permettre en fait d'ouvrir cette thématique sur le fait que certes c'est une question de gynécologie. Je suis moi-même gynécologue médicale, donc je travaille au CHU d'Amiens dans le service de médecine et biologie de la reproduction. Et c'est une question voilà, qui est très importante également pour la santé future de la femme, mais pas que pour la santé gynécologique, aussi pour ce qu'on appelle la santé cardiovasculaire, le cœur, les vaisseaux, mais aussi pour la santé neurologique et aussi la santé osseuse. Donc on va voir que ces questions autour de la ménopause, eh bien, elles concernent finalement beaucoup d'éléments de notre santé. Alors, ce terme de périménopause, il vous a peut-être interpellé, c'est le nouveau terme que l'on utilise et qui remplace celui de préménopause. C'est vrai qu'avant, on avait ce côté de la ménopause et de la préménopause. Et maintenant, toute cette période intermédiaire avant l'installation de la ménopause s'appelle la périménopause. Alors j'en profite aussi, puisqu'on est au mois d'octobre, donc on va aussi parler d'Octobre rose. Bien sûr, on va reparler du dépistage du cancer du sein par les mammographies, qui est important à continuer dans cette période de la périménopause et de la ménopause, mais on va voir qu'il y a plein d'autres éléments qui le sont également. Donc effectivement, on a découpé en fait cette présentation en 3 parties et on fera des pauses intermédiaires pour pouvoir échanger sur chacune des parties. Alors déjà, à quoi correspond la ménopause du point de vue physiologique? De bien comprendre ce qui se passe pour bien comprendre ensuite les effets. Comment est-ce qu'on peut faire le diagnostic de la ménopause? Est-ce que l'âge de la ménopause est héréditaire? Est-ce que la prise de la pilule influence l'âge de la ménopause? Est-ce qu'on peut prédire l'âge de cette ménopause? Et finalement, pour toutes les situations un petit peu, on va dire, intermédiaires, quelles sont les spécificités de la périménopause? Donc, c'est dans cette première partie l'ensemble des questions auxquelles je vais essayer de vous apporter des réponses qui soient les plus claires possibles. Donc la ménopause, en fait, ça va correspondre à un épuisement du stock de follicules au niveau des ovaires de la femme. Donc en fait, là, ce sont des coupes histologiques d'ovaires. On voit ces formations arrondies que vous pouvez observer ici. Ces follicules, ce sont eux qui vont en fait être à l'origine de la formation des ovocytes au moment de la procréation. Et puis avec l'âge, en fait, la femme, elle naît avec un stock de follicules et d'ovocytes et avec l'âge, elle va épuiser ce stock jusqu'à l'âge de la ménopause où là, on va avoir ces follicules qui vont disparaître des ovaires. Les conséquences, elles vont être de deux grands ordres. Donc déjà, il ne va plus y avoir d'ovulation. Donc comme il n'y a plus de follicules, il n'y a plus de production d'ovocytes et il n'y a plus d'ovulation. C'est ce qu'on appelle la fonction exocrine de l'ovaire qui a pour but de produire des ovocytes en vue de la fécondation. Et puis ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est l'arrêt de ce qu'on appelle la fonction endocrine. Alors, la fonction endocrine, c'est ce qui a un lien avec l'endocrinologie. L'endocrinologie, c'est l'ensemble des hormones de l'organisme. Et l'ovaire produit différentes hormones. Il produit deux hormones qui sont importantes pour nous, qui sont les œstrogènes,
et la progestérone. Pour vous donner d'autres exemples, la thyroïde est une autre glande, un autre organe qui produit des hormones spécifiques, qui sont les hormones thyroïdiennes. Donc en fait, l'ovaire, quand il va s'arrêter de fonctionner, quand il va plus y avoir d'ovulation, eh bien on va avoir un arrêt des sécrétions hormonales, puisque ces oestrogènes et cette progestérone, ils sont synthétisés au niveau des follicules pendant le cycle de l'ovulation. Ça va avoir une conséquence, cet arrêt du fonctionnement des oestrogènes et de la progestérone, c'est que l'on va avoir une élévation d'une autre hormone qui s'appelle la FSH. Et la FSH, c'est celle qui dit à notre ovaire de fonctionner. Donc en fait, de manière naturelle, au moment de la puberté, on va commencer à produire de la FSH. Et cette FSH, c'est celle qui va régler tous les cycles menstruels pendant toute la vie de la femme jusqu'à la ménopause. Une fois que l'ovaire a épuisé son stock de follicules, et bien à ce moment-là, la FSH dit à l'ovaire, il faut que tu continues à travailler. Donc elle lui envoie des messages plus importants et c'est cette élévation de la FSH que l'on observe. On va en reparler ensuite dans les éléments qui peuvent nous aider au diagnostic de cette ménopause. Le diagnostic de ménopause. Alors, comment on va le faire? Comment votre médecin peut réaliser ce diagnostic de ménopause? Donc, déjà, ça peut être important d'en parler avec le gynécologue qui vous suit, mais vous pouvez également être suivi par une sage-femme dans le cadre de votre suivi gynécologique et pouvoir en parler avec elle, mais aussi avec votre médecin traitant. Alors, on dit que le diagnostic de la ménopause, c'est un diagnostic clinique. Donc, en fait, on n'est pas toujours obligé de faire des examens pour savoir si on est ménopausé ou pas. Une patiente qui avait des règles normalement et pour qui on ne va plus observer de règles, quand on va avoir l'arrêt des règles, c'est ce qu'on appelle l'aménorrhée. L'aménorrhée, c'est l'arrêt des règles. Une aménorrhée qui est dite secondaire parce que la patiente, avant, elle avait des règles régulières et puis ces règles s'arrêtent. Depuis plus d'un an, après 40 ans, va signer l'installation de la ménopause. Alors, cette notion d'un an, elle est importante parce que si une patiente vient nous voir et qu'elle nous dit, ben, je n'ai plus mes règles depuis 6 mois, est-ce que ça y est, est-ce que je suis enfin ménopausée? Ben, on ne saura pas lui répondre avec certitude. Ou en tout cas, il faudra faire des examens pour le savoir. On ne pourra dire à une patiente qu'elle est vraiment sur un statut de femme ménopausée que si cet arrêt des règles est de plus de 12 mois. On peut avoir comme aide ce qu'on appelle des tests avec des progestatifs. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se faire également. En fait, vous avez vu que on allait avoir un arrêt du fonctionnement des oestrogènes et un arrêt du fonctionnement de la progestérone, mais cet arrêt oestrogène-progestérone ne se fait pas du jour au lendemain. Donc on va avoir cette période intermédiaire de la périménopause où on va avoir ce qu'on appelle une désynchronisation. Donc, on va avoir des soucis de production des oestrogènes et de la progestérone. Et en fait, ce qui va être déficitaire en premier, c'est la progestérone, or que la patiente, elle fabrique encore des oestrogènes. Donc, quand on va lui apporter de la progestérone par un médicament, eh bien, les règles vont revenir. Ça veut dire qu'il y a encore des oestrogènes, sauf que la progestérone ne suffit plus naturellement à provoquer des cycles. Donc, on peut donner de la progestérone à la patiente pour qu'elle puisse être de nouveau réglée. Et à ce moment-là, la ménopause n'est pas encore installée. Une fois que les taux d'œstrogène vont être très bas, là, il n'y aura plus du tout de production de la muqueuse dans l'utérus. À ce moment-là, il n'y aura plus de règles et ça nous permet de définir la ménopause. Donc voilà, ce petit traitement est parfois facilement utilisé pour voir si la patiente est vraiment ménopausée ou pas. On va donner de la progestérone pendant 10 jours. Si à l'arrêt du traitement, la patiente elle a ses règles, ben on va dire c'est pas encore l'installation de la ménopause n'est pas encore avérée, vous êtes encore en périménopause. Et puis, si à l'arrêt du traitement de progestérone, la patiente n'a plus de règles, ça veut dire qu'elle ne produit plus d'œstrogène. Et là, on pourra la déclarer comme ménopausée même si on n'a pas encore tout à fait les 12 mois dont je viens de vous parler juste avant. Professeur, une femme qui porte un stérilet, et qui n'a plus de règles avec son stérilet, comment elle peut savoir, hein?
Alors, donc dans les stérilés, il y a deux grands types de stérilés. On va avoir des stérilés qu'on appelle au cuivre, donc sans hormones. Et à ce moment-là, il n'y a aucune influence du stérilet sur ce que l'on va observer. Donc dans ces cas-là, si c'est un stérilet au cuivre, on fait comme si la patiente n'avait pas de stérilet du tout. En tout cas, elle ne reçoit aucune hormone. Si c'est un stérilet avec de la progestérone, puisque l'autre grand type de stérilet, ce sont les stérilés avec de la progestérone, eh bien là, on ne va pas pouvoir se fier sur les deux éléments dont je viens de vous parler. C'est-à-dire, on ne pourra pas se fier à l'arrêt des règles et on ne pourra pas se fier au test au progestatif. Et ça va être notre troisième possibilité pour faire le diagnostic de la ménopause. C'est ici des dosages hormonaux. Donc, il y a maintenant des prises de sang qui permettent de savoir où on en est de ce statut de la ménopause. Et cette prise de sang, elle peut être proposée aux patientes qui ont un stérilet avec des hormones, avec des progestatifs, parce qu'elle va justement aider à affiner la conduite à tenir, de savoir si on doit retirer le stérilet, le laisser encore un petit peu ou le changer, puisque ce sont les trois possibilités. D'accord. Donc, les dosages hormonaux sont une autre aide pour pouvoir faire ce diagnostic. Et en fait, on va doser deux choses qui sont assez simples. Le dosage de la FSH. Et en fait, plus la ménopause va être installée, plus ce dosage va être élevé. Et le dosage du taux d'œstradiol, donc les œstrogènes, qui eux vont être effondrés. Ça veut dire qu'il n'y a plus de sécrétion d'œstradiol par l'ovaire. Alors, la ménopause, c'est une question d'âge. Donc, vous voyez que la fenêtre où je vais vous dire l'âge normal de survenue de la ménopause est assez large. On va parler en fait d'une fenêtre d'installation qui est entre 40 et 55 ans. Alors, on a des patientes qui sont ménopausées bien avant 40 ans. Donc là, on sera dans une situation de ménopause qui n'est pas physiologique, c'est-à-dire qui n'est pas normale, mais qui est pathologique. Donc, être ménopausée avant 40 ans, c'est des situations pathologiques. Être ménopausée à 42-43 ans, ça paraît tôt par rapport à la moyenne d'âge des autres patientes, mais ça reste normal et physiologique. Il y a des patientes qui sont ménopausées tard, après 55 ans, et donc ça, c'est d'autres questions, d'autres problématiques, puisqu'elles vont être plus exposées aux hormones. Donc l'âge moyen, il est entre 51 et 52 ans, et ce qui veut dire que la périménopause va pouvoir travailler avant cet âge-là. Donc une patiente qui va être peut-être ménopausée à 47 ans, vous voyez qu'on est sur une fenêtre d'âge normale, mais elle pourra avoir des premiers symptômes de périménopause, parfois depuis l'âge de 42-43 ans. Il y a des facteurs qui influencent l'âge de la ménopause. Le tabac, donc les patientes fumeuses sont ménopausées plus rapidement. L'état nutritionnel, donc les problèmes de nutrition, d'ordre de dénutrition vont créer des ménopauses plus précoces. Et il y a également des facteurs génétiques. Il n'y a pas d'influence de l'âge de la puberté, de l'âge des premières règles, hein, les ménages sont les premières règles, ou du mode de contraception que l'on a pris, même si on a pris la pilule pendant très longtemps. Il n'y a pas, c'est pas parce qu'on a pris la pilule, par exemple, pendant 20 ans que ça va décaler l'âge de la ménopause pour autant. Il n'y a pas d'influence non plus du nombre de grossesses. Et pour les patientes qui ont reçu des traitements hormonaux dans le cadre de traitements de type fécondation in vitro, etc., par exemple, ça n'a pas non plus d'influence sur l'âge de la ménopause. Donc ces patientes-là ne vont pas être ménopausées plus tôt. La périménopause, elle dure environ combien de temps alors? Alors, on a l'habitude de dire 3 à 5 ans, mais en fait, c'est difficile de dire à une patiente chez qui on observe des premiers symptômes de périménopause que forcément la ménopause, elle va arriver 5 ans après. Ça peut être 2 ans après, etc. Mais la fenêtre générale, on dit que c'est 3 à 5 ans. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut prédire l'âge de la ménopause quand on n'est pas encore dans ces questions de périménopause et de ménopause? C'est-à-dire, est-ce qu'à 30 ans, on peut se dire, est-ce que j'ai des tests qui vont me permettre de savoir si je vais être ménopausée à 42, à 47 ou à 55 ans? À l'heure actuelle, ça n'est pas possible. Cette prédiction, n'est pas possible. Donc la périménopause, je pense que c'est important qu'on en discute bien parce qu'elle fait tout autant partie de la ménopause et de ses étapes. En fait, dans le cadre de la périménopause, comme je vous l'ai dit, ce qui commence entre guillemets à aller un petit peu moins bien dans le fonctionnement de l'ovaire à son départ, c'est la sécrétion de progestérone. Et en fait, comme normalement on a un équilibre entre la sécrétion des œstrogènes et de la progestérone, le corps au début ne fabrique plus assez de progestérone. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un excès d'œstrogène.
Donc cet excès d'œstrogène, il va donner ce qu'on a connu finalement au moment de la puberté, parce qu'en fait, on retrouve à l'arrêt ce qui s'est passé au début, au moment où la puberté s'est installée, ce qu'on appelle un syndrome prémenstruel, avec des douleurs au niveau des seins, on peut avoir une tension mammaire, on peut observer des œdèmes au niveau cutané qui sont plus importants sur cette période-là, comme si on avait l'impression que les règles, elles avaient envie d'arriver, mais qu'elles n'arrivent pas, et donc on a l'impression que ça retient un petit peu et qu'il y a besoin que ça se libère. Et donc sur cette période de la périménopause, comme c'est la progestérone qui règle les règles, l'arrivée des règles, et bien à ce moment-là, on va observer des troubles du cycle. Et donc à la ménopause, il n'y a plus de règles du tout. Avant que les règles s'arrêtent, on a des phases où les cycles vont être très longs, parfois des règles tous les 2 à 3 mois. Mais au tout départ de la périménopause, les cycles se raccourcissent. Donc des patientes qui avaient des cycles tous les 28 jours, par exemple, vont avoir des cycles tous les 20 à 21 jours. Pendant la périménopause, il y a bien sûr une baisse de la fécondité, mais attention, il faut garder un moyen de contraception parce qu'il peut y avoir des risques de grossesse. Et donc, il y a des moyens de contraception qui sont plus adaptés à cette période de la périménopause. Donc, la pilule avec des oestrogènes et de la progestérone n'est pas un moyen adapté, puisqu'à partir de 40 ans, on ne préconise plus de pilules à base d'œstrogènes. Puis forcément, si on met des oestrogènes et de la progestérone dans notre balance qui n'est pas bonne, ben, la progestérone, on en a besoin, mais les oestrogènes, vous les augmentez encore, donc ça va entretenir ces phénomènes de syndrome prémenstruel. Il faut apporter de la progestérone, c'est ce qui va régler certaines problématiques. La progestérone, on peut l'utiliser par la voie de pilules, donc des pilules à base de progestérone sont celles qu'on appelle des pilules en continu. Je vais sauter la case du stérilet au cuivre, je vais y revenir. On peut utiliser un stérilet à la progestérone, c'est souvent celui-là qui est proposé en cette période de périménopause. Les implants, c'est les petites allumettes qu'on met au niveau du bras qui vont délivrer de la progestérone en continu, c'est possible. L'anneau vaginal est une possibilité. La ligature de trompe est une autre possibilité d'ordre chirurgical. Le stérilet au cuivre est tout à fait possible parce qu'il ne va pas apporter d'hormones à base d'oestrogène. Par contre, il ne va pas corriger le déficit en progestérone. Et le souci, c'est que les patientes en périménopause, elles peuvent avoir plus de fibromes ou de polypes dans l'utérus et le stérilet au cuivre a tendance à augmenter le volume des règles. Et donc, si on a des règles un peu abondantes, ça peut augmenter ça. Et donc, c'est pas toujours ce qui peut être retenu, même si ça peut être une bonne option pour certaines patientes. Il faut toujours, bien sûr, discuter tout ça au cas par cas. Donc voilà pour cette toute première partie d'introduction. Donc j'espère voilà, déjà vous avoir donné un petit peu le cadre général pour expliquer ce qu'est la ménopause et ce qu'est la périménopause. Et on peut d'emblée prendre quelques questions si vous le souhaitez. Alors pour l'instant, je vous ai déjà posé la première question qui était sur le stérilet. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui laissent paraître que l'on est en périménopause, même si on a des règles qui continuent à être normales? Alors non, la périménopause va vraiment s'exprimer par ce fameux syndrome prémenstruel. Donc c'est vraiment les troubles du cycle, des cycles qui se raccourcissent d'abord, puis qui s'allongent avant de s'arrêter. Et la notion d'hyperœstrogénie, donc la tension mammaire, la rétention d'eau, parfois un petit peu de problèmes cutanés qui, pareil, arrivés au moment de la puberté, qui peuvent revenir à ce moment-là. Mais on va être sur ces signes-là. Ce dont on va parler après, c'est les signes de la ménopause, les symptômes de la carence en oestrogène, quand il y aura moins d'oestrogène qui sont spécifiques là plus à la ménopause. On va y revenir ensuite. Je vous propose donc de continuer s'il n'y a Mhm. pas d'autres questions. Alors, maintenant, on voulait vous parler en deuxième partie de ces symptômes de la ménopause et de leur impact sur la qualité de vie. Voilà, donc je vous ai listé un petit peu ces éléments sous la forme de petites questions.
vous voyez qu'on va parler de cette fameuse carence en oestrogènes, ces oestrogènes qui vont manquer, et finalement de différents symptômes que on a déjà entendu parler, qu'on rattache parfois à la ménopause, mais pas toujours, et en tout cas qu'on rattache pas toujours à la carence en oestrogènes. Parce que des fois on se dit ça peut être aussi l'âge. Alors, vous voyez que je vous parle en fait de différentes choses. Donc, les bouffées vasomotrices, c'est le terme médical pour parler des fameuses bouffées de chaleur. Alors, vous allez me dire, je vais tout de suite vous dire à quoi c'est dû ces bouffées de chaleur. Pourquoi est-ce qu'on a des bouffées de chaleur? En fait, notre centre de régulation de la température du corps est au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse. L'hypothalamus et l'hypophyse sont deux petites glandes dans notre cerveau qui interagissent entre elles pour régler toutes les hormones de l'organisme. Et en fait, je vous ai bien dit tout à l'heure que quand il y avait une carence en oestrogène, eh bien, le cerveau disait à l'ovaire, il faut travailler. Donc l'hypophyse, c'est elle qui va produire la FSH, elle va s'hyperactiver pour produire plein de FSH. Et en fait, en s'hyperactivant, juste à côté de l'hypophyse, en fait, dans l'hypophyse, il y a les cellules qui s'occupent de la thermorégulation. Et elles se trouvent en fait impactées par cette hyperactivité de production de FSH par l'hypophyse. Et donc, plus la FSH va augmenter, plus les symptômes type bouffée de chaleur vont être importants. Et donc, ces bouffées vasomotrices sont vraiment liées au manque d'œstrogène par ce qu'on appelle un rétrocontrôle négatif. Comme il n'y a pas assez d'œstrogène, on active l'hypophyse pour produire de la FSH. Les troubles du sommeil sont aussi liés exactement au même mécanisme, puisque c'est aussi l'hypophyse et l'hypothalamus, donc le cerveau qui règle le rythme du sommeil. On a un autre élément important dans les troubles du sommeil, c'est que les bouffées de chaleur nocturnes vont induire des troubles du sommeil, mais on a parfois des patientes qui n'ont pas de bouffées de chaleur ni le jour ni la nuit, qui vont avoir des troubles du sommeil isolés. On a d'autres éléments pour les troubles du sommeil qu'on peut corriger. Donc, c'est aussi important de ne pas prendre tout comme une fatalité, comme par exemple le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, quand on a des problèmes de sommeil, c'est aussi important de faire un point sur ce problème de sommeil pour ne pas l'attribuer que à la ménopause, parce qu'on va pouvoir l'aider avec la ménopause, on va en parler dans la prise en charge de la ménopause, mais parfois, finalement, c'est un problème très spécifique d'apnée du sommeil. Vous avez peut-être déjà entendu des appareillages qu'on peut mettre en place et qui peut se corriger par ce type de prévention. La polacurie, c'est l'envie fréquente d'uriner. Donc ça, c'est aussi lié à la carence en œstrogènes, parce qu'en fait, dans la vessie des femmes, il y a des récepteurs aux œstrogènes, et quand il y aura plus d'œstrogènes, on va avoir une hyperactivation de ces récepteurs. Donc c'est tout à fait normal avec l'âge. Ça n'est pas que l'âge qui fait qu'on va avoir ces problématiques d'envie plus fréquente d'uriner. Et puis l'autre champ, c'est le champ des douleurs articulaires, de l'ostéoporose et des fractures éventuelles dites ostéoporotiques. Donc l'ostéoporose, en fait, c'est la fragilité de l'os. Donc en fait, dans l'os, il y a des récepteurs aux oestrogènes et pour fabriquer un os de bonne qualité, eh bien, il faut des oestrogènes, il faut de la vitamine D, vous en avez déjà entendu parler, il faut du calcium, de la vitamine D, mais tout ça créer un environnement avec les oestrogènes pour fabriquer de l'os. Donc, quand on va plus avoir d'oestrogènes, l'os va se fragiliser. Donc, en fait, Professeur, finalement, ce petit QCM était pour vous montrer que la ménopause, ça n'est pas que des bouffées de chaleur, mais il y a pas mal d'autres symptômes et on va voir un petit peu les choses ensuite dans le détail. Alors, professeur, oui, bien sûr. euh, vous indiquez installation de la ménopause, donc ce sont des symptômes que l'on peut avoir aussi en périménopause. Alors, pour les bouffées de chaleur, elles peuvent apparaître dès la périménopause. C'est moins vrai pour tous les autres éléments. Voilà, par exemple, tout ce qui est ostéoporose sur l'os, ça se fait sur le long cours. Et donc, on a ces phénomènes qui ne vont apparaître que à la ménopause pour l'os. D'accord. On avait une question pour relier à ce que vous venez de présenter, la sécheresse cutanée et notamment les sécheresses vaginales.
Donc, c'est également lié, hein, effectivement, à cette carence en oestrogène. Donc, dans cette carence en oestrogène, je vous le mets là parce que c'était la diapositive Ouais, qui était d'accord. juste la suivante. Alors voilà, ces listes d'effets de la ménopause, ils peuvent faire un petit peu peur. Alors, c'est vrai que ça faisait partie des choses qu'on souhaitait aborder. Voilà, je tiens vraiment à dire que chaque patiente va réagir très différemment à l'installation de cette ménopause. Et il y a des patientes qui vont présenter des ménopauses sans ressentir de symptômes particuliers. Ça arrive aussi. C'est-à-dire, il y a parfois des patientes qui s'inquiètent, elles, de ne pas ressentir de symptômes spécifiques. Donc, le syndrome climatérique, donc c'est les bouffées de chaleur avec les fameux troubles de la thermorégulation qui peuvent s'accompagner aussi de sueur nocturne et de troubles du sommeil. L'atrophie vaginale, c'est cette fragilisation des muqueuses. C'est la même chose hein, qui se passe dans la vessie dont je vous parlais, avec la sécheresse vaginale, qui peut s'exprimer ensuite par des brûlures, du prurite, c'est-à-dire des démangeaisons. Les dyspareunies, c'est des douleurs au moment des rapports sexuels et des infections. Donc en fait, la muqueuse se fragilise, la peau se fragilise également sur le plus long terme. Mais c'est vrai que cette notion de sécheresse, elle s'exprime d'abord au niveau vaginal. Il y a d'autres signes de l'installation de cette ménopause, donc les troubles digestifs avec l'intestin irritable, donc le côlon qui se détraque un petit peu, des troubles veineux avec l'insuffisance veineuse, hein, donc c'est les varices, les douleurs articulaires et musculaires, on en a parlé dans le petit QCM initial, le vieillissement de la peau avec la virilisation de la peau. Et donc, vous voyez que l'on va avoir des problématiques spécifiques au niveau de la peau. L'alopécie, en fait, c'est la perte des cheveux, la chute des cheveux qui peut s'exprimer, puis d'autres problématiques plus spécifiques. Alors de tout ça, bien sûr, il y a les troubles de l'humeur, l'anxiété, l'irritabilité, la fatigue, des dépressions qui peuvent être observées au moment de l'installation de la ménopause. En fait, beaucoup de choses ont vraiment des liens. C'est pas des chapitres qui sont séparés, c'est vraiment un ensemble de choses qui peuvent conduire à certaines problématiques. Des troubles sexuels avec donc la chute de la libido et la sécheresse vaginale et une prise de poids qui s'observe aussi à la ménopause, qui est de type gynoïde. Quand on parle de la prise de poids gynoïde, c'est au niveau du ventre, en fait, autour du ventre. Alors, il y a des conséquences de cette ménopause, en fait, parce qu'effectivement, on pense toujours à la ménopause sur le plan de la gynécologie, mais il faut aussi penser aux conséquences de la ménopause sur ce qui n'est pas gynécologique. Et en fait, il y a deux grands chapitres qui sont très importants pour la santé future en dehors de la gynécologie. C'est les complications cardiovasculaires. Donc, vous avez peut-être entendu parler de l'athérome et des plaques d'athérome. C'est en fait ce calcaire qui, on l'appelle calcaire, mais c'est un peu plus complexe, mais c'est ces plaques qui se forment à l'intérieur des vaisseaux sanguins et qui par moments peuvent se détacher des vaisseaux sanguins pour donner en fait, soit ça va dans le cœur et ça va donner des problèmes d'infarctus du myocarde en bouchant les vaisseaux sanguins du cœur, ou alors ça va partir en remontant par les carotides pour aller dans le cerveau et ça peut donner des accidents vasculaires cérébraux. Alors les hommes sont plus susceptibles de faire des infarctus du myocarde, mais on observe bien sûr des infarctus du myocarde chez les femmes, et les femmes sont plus susceptibles de faire des AVC, mais on observe aussi des AVC chez les hommes à cause de ces plaques qui se forment au niveau cardiovasculaire. Et en fait, c'est le manque d'œstrogène qui va favoriser l'installation de ces plaques. L'ostéoporose, c'est cette fragilité de l'os qui sera plus sensible et de ce fait-là, en cas de chute, va plus facilement se casser. On décrit des fractures très classiques d'ostéoporose, c'est la petite chute avec la fracture du poignet. Ça, c'est les premières fractures qu'on peut observer. Et puis après, c'est les fameuses fractures du col du fémur qui là arrivent chez des patients qui sont un petit peu plus âgés.
Alors, je vous propose en fait, dans le cadre en fait de ces symptômes, d'insister sur le fait que chez les patientes ménopausées, bien sûr, vous doutez bien que la première ligne n'est pas bonne, il va falloir un suivi spécifique qui reste important. Donc, en gros, c'est pas parce qu'on est ménopausé que les règles se sont arrêtées qu'on voit plus son gynécologue, et au contraire, il est important de continuer à être suivi régulièrement pour tous ces aspects gynécologiques, cardiovasculaires et rhumatologiques, osseux, soit par le gynécologue, soit par une sage-femme, soit par votre médecin traitant. Donc, quand on est ménopausé, il n'y a pas de suivi nécessaire spécifique, c'est bien sûr tout à fait faux. Et donc, on va parler après des traitements de la ménopause et des traitements hormonaux de la ménopause. Il ne faut pas se dire, je ne prends pas d'hormones, donc je n'ai plus besoin de suivi. Tout le monde doit être suivi, qu'il prenne ou pas des hormones. Le test HPV, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est ce qu'on appelle le frottis pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Il reste important. Il sera fait tous les 5 ans jusqu'à l'âge de 65 ans, donc au-delà de l'installation de la ménopause. Et chez certaines patientes de plus de 65 ans, chez qui on avait des anomalies du frottis avant 65 ans, on continuera à faire ces fameux frottis au-delà des 65 ans. Même après 65 ans, même s'il n'y a plus de frottis réalisé, il y a toujours un examen gynécologique visuel du col avec un spéculum qui reste important. Donc l'examen gynécologique annuel est recommandé. Il est important de les réaliser tous les ans. Les mammographies sont proposées seulement jusqu'à 74 ans. Donc ça, je vous l'ai mis faux. On va bien voir ensemble le rythme de suivi des mammographies sur la diapositive juste après. 74 ans, c'est l'âge limite du dépistage systématique par l'ADEMA. Mais c'est pas parce que l'ADEMA s'arrête qu'on ne doit plus faire de mammographie du point de vue des recommandations médicales. Et puis l'autre chose, c'est qu'on surveillera régulièrement, alors une fois tous les ans à une fois tous les 2 ans, le bilan qu'on appelle glucidolipidique, c'est la prise de sang pour surveiller le dosage du diabète, pour surveiller qu'il n'y ait pas d'apparition de diabète, donc de troubles de la glycémie ou cholestérol, triglycérides, etc. Parce qu'en fait, si on cumule la ménopause, plus le diabète, plus les triglycérides, plus le cholestérol, ben là, on a tout un très bon cocktail pour faire plein de plaques d'athérome avec les risques que vous avez compris d'infarctus ou d'AVC. Les mammographies, donc le dépistage systématique du cancer du sein est proposé à toutes les femmes de 50 à 74 ans. C'est une mammographie plus ou moins une échographie en fonction des facteurs de risque qui est à faire tous les 2 ans. Mais attention, ça n'est pas parce qu'on a plus de 74 ans qu'on arrête les mammographies. Les mammographies peuvent se continuer toute la vie. Il n'y a pas d'âge limite pour arrêter de faire des mammographies. Toute la vie, tant qu'on est en bonne santé pour pouvoir faire sa mammographie, c'est juste que vous ne recevrez pas l'invitation par l'ADEMA, donc le circuit de prescription est différent. Vous devez vous faire prescrire votre mammographie, soit par un médecin, soit par une sage-femme, pour pouvoir la réaliser. Or que dans l'ADEMA, vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Avec l'invitation ADEMA, vous pouvez aller faire votre mammographie sans ordonnance. Voilà un petit peu cette deuxième point d'étape. Je pense qu'on est pile poil dans le timing pour garder des échanges sur ces symptômes de la ménopause et leur impact sur la qualité de vie. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a des petits mémos qui se sont rajoutés. Je ne sais pas si vous les avez à Oui, l'écran en bas sur chacune des oui. diapositives. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les versions, mais pas de souci, vous inquiétez pas. Alors j'ai quelques questions. Jusqu'à quel âge peuvent survenir les bouffées de chaleur et combien de temps ça peut durer? Alors, en fait, ouais, je serais bien incapable de vous donner un âge précis parce qu'en fait, je pense que ce serait vous dire que ça va s'arrêter un jour et que ça, c'est pas facile parce qu'en fait, très probablement, on ne sait pas répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment où la ménopause s'installe en périménopause et au début de la ménopause, c'est là où on a le plus de bouffées de chaleur et que progressivement, ces bouffées de chaleur vont se stabiliser. Mais vous avez malheureusement des patientes qui vont décrire des bouffées de chaleur
toute leur vie après l'installation de la ménopause. Si je devais répondre, je vais faire une réponse assez large. C'est comme la périménopause, c'est 3 à 5 ans avant l'installation de la ménopause. Et donc le moment où on est le plus embêté avec les bouffées de chaleur, c'est très probablement dans les 3 à 5 ans qui suivent l'installation de la ménopause. On a une question sur l'ostéoporose. Combien de temps après la ménopause est-ce qu'elle peut survenir? Alors, il y a des patientes qui vont avoir pris des traitements qui vont faire que déjà, elles ont pu fragiliser leur os déjà même avant la ménopause. Donc, il faut surtout être en alerte, c'est si on a pris des corticoïdes dans sa vie pour une raison médicale de manière prolongée. En fait, les corticoïdes, hein, sont connus pour fragiliser l'os d'emblée. Et à ce moment-là, dès l'installation de la ménopause, on peut déjà avoir de l'ostéoporose. Mais sinon, cette dégradation de l'os, elle va être très progressive. Et donc, si on considère que l'âge de la ménopause est aux alentours de 50-55 ans, les premières fractures d'ostéoporose, elles sont plutôt aux alentours de 65-70 ans pour la fameuse fracture du poignet. Et la fracture du col du fémur, elle est plus classique entre 80 et 90 ans. Donc on a vraiment quand même, c'est très progressif et bien heureusement, parce que ça permet de dépister, ça permet de mettre en place des traitements spécifiques pour reconsolider l'os, cette fragilité au niveau osseux. Après, pour l'ostéoporose, il y a des patientes aussi qui ont des terrains un petit peu génétiques. On sait que voilà, les choses peuvent être un petit peu accélérées et donc nécessiter un suivi spécifique en fonction des antécédents dans la famille. D'accord. Alors, un autre sujet sur lequel je voulais revenir, et justement, il y a un témoignage. Si j'ai une personne a tous ses symptômes, mais a encore ses règles, Eh bien, les règles vont forcément s'arrêter à un moment donné. Voilà, donc on peut considérer qu'il y a une périménopause qui... alors, tant qu'il y a encore des règles, on est en périménopause. D'accord. Exactement. Mais on peut Même s'il avoir y a les... tous les symptômes, Voilà. on ne déclarera pas la ménopause installée s'il y a encore des règles. Donc c'était pour confirmer à Stéphanie qu'elle est donc bien en périménopause. Périménopause. Donc, ça peut durer encore un petit peu. Ben écoutez, on peut avancer aux solutions, puisque je Et pense ben qu'on voilà, est... c'est Voilà. comme c'est vers ça que l'on va ouvrir les choses. Donc, Exactement. comment bien vivre sa ménopause? Donc, bien sûr, on va parler en fait de deux grands chapitres. Le fameux traitement hormonal de la ménopause, qui fait en général un petit peu peur. Ça a été même parfois, c'est même un mot tabou, le traitement hormonal de la ménopause. Et donc voilà, mon objectif, de par les explications que je vous ai données initialement, de par aussi celles que je vais vous donner sur ce traitement, c'est de ne pas diaboliser ce traitement hormonal de la ménopause. Il y a des patientes qui en ont besoin, il y en a d'autres qui n'en ont pas besoin. Mais si on en a besoin et que l'on n'a pas de contre-indication médicale à le prendre, il ne faut pas se dire c'est un traitement avec des hormones, je ne veux absolument pas le prendre parce qu'il y a certaines situations qui le nécessitent. Et les autres traitements, ça donne quoi? Puisqu'il y a d'autres traitements sans hormones qui peuvent être proposés dans le cadre de la périménopause et de la ménopause. Alors, les bases de ce traitement hormonal de la ménopause, c'est finalement de redonner ce qui n'est plus fabriqué naturellement. Donc, c'est d'associer des œstrogènes et de la progestérone pour remplacer le fonctionnement endocrine de notre ovaire qui ne produit plus d'hormones. Donc, en fait, en prenant ce type de traitement, vous allez en fait prolonger le fonctionnement des ovaires. Une patiente qui est ménopausée à 40 ans, ben, si elle avait été ménopausée à 55 ans, on va lui prolonger l'activité ovarienne jusqu'à, par exemple, ses 55 ans. Ce sera comme si elle avait été ménopausée à 55 ans. Elle n'aura pas de surrisque majeur d'avoir pris ce type de traitement. Donc, ce traitement associe des oestrogènes. Les oestrogènes ont pour but de pallier aux symptômes cliniques de la carence en oestrogènes. Et ce traitement, on y associe de la progestérone. Alors, la progestérone, elle a pour but de protéger l'utérus. En fait, si on prend que des oestrogènes, on va avoir une problématique avec l'intérieur de l'utérus qui va s'épaissir sans qu'il y ait forcément de règles. Et ça n'est pas bon. C'est cet épaississement de l'utérus qu'on appelle l'hyperplasie de l'endomètre qui est induit par les oestrogènes.
Donc les traitements hormonaux associent toujours des oestrogènes et de la progestérone, sauf si une dame n'a plus d'utérus, parce qu'elle a eu une opération avec une hystérectomie pour une raison médicale autre. À ce moment-là, on peut n'utiliser que les oestrogènes. Alors, les oestrogènes et la progestérone, il y en a de plusieurs types. Et vous allez voir qu'on a beaucoup évolué sur ces traitements de la ménopause, de par les avancées des médicaments qui sont à disposition et la façon dont on les associe entre eux pour avoir un maximum de bénéfices et un minimum de risques, parce que comme tout traitement, il y a des effets positifs et il y a des effets négatifs, donc il y a des risques. Les oestrogènes, donc avant, on n'avait que des oestrogènes de synthèse. C'est ceux qu'on utilisait pour les pilules. Donc, c'est par voie orale. Et comme vous le savez, la pilule peut favoriser le risque de phlébite, voire d'embolie pulmonaire. Donc ça posait un gros souci. Ça en pose toujours un problème actuellement dans les pilules. Et actuellement, on favorise des oestrogènes naturels. Donc, c'est plus les mêmes modes d'action, c'est plus les mêmes molécules. Alors, c'est quand même des médicaments, hein. Ce terme d'oestrogène naturel n'est peut-être pas très bien choisi, mais c'est comme ça que ça se dit. Et à ce moment-là, ce sont ces gels cutanés. Donc, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Soit un flacon doseur avec des doses de gel qu'on applique au niveau de la peau. On peut le mettre partout. Donc, souvent, on préconise au niveau des bras ou des cuisses. Le seul endroit où on n'a pas le droit de mettre le gel, c'est directement au niveau des seins. Parce que là, il y a une absorption trop importante au niveau des seins. Mais on utilise maintenant des oestrogènes naturels à laquelle on associe de la progestérone naturelle également. Donc dans la progestérone, de la même façon, il y a plusieurs types de progestérone. Certains sont sous forme de médicaments avec des comprimés. Et c'est vrai que ce qu'on appelle le THM à la française, en opposition aux études américaines qui avaient montré des surrisques importants dans l'utilisation de ces traitements, eh bien on n'utilise plus du tout les mêmes produits en favorisant ces oestrogènes et cette progestérone naturelle. On va pouvoir faire différents schémas. Donc, on peut avoir des schémas sans règles avec des oestrogènes et de la progestérone en continu. Donc, tous les jours, on prend sa petite dose de gel, son petit comprimé de progestérone. On va avoir des patientes qui préfèrent garder des cycles. Donc, c'est des cycles artificiels, des règles artificielles. Et à ce moment-là, on reproduit la physiologie normale qui se passait avant l'installation de la ménopause. C'est ce qu'on appelle un schéma séquentiel où on va avoir des règles. À ce moment-là, on reproduit des oestrogènes de J1 à J28, hein, J28 étant 28 jours étant la durée d'un cycle normal, et de la progestérone en deuxième partie du cycle de J14 à J28. Et quand on arrête, ça provoque les règles. Et puis, on a aussi des schémas discontinus sans règles. C'est les schémas qu'on utilise le plus à l'heure actuelle, c'est-à-dire pas de règles, mais par contre, pas un traitement tout le temps, tout le temps. On donne sur le mois les oestrogènes du premier jour au 26e jour du mois et on laisse la fin du mois sans aucun des deux traitements. Il n'y a pas de règles qui arrivent. Et la progestérone, même chose, de J1 à J26, puisqu'en faisant cette petite pause, on diminue la pression au niveau des seins, parce que les oestrogènes vont bien sûr être présents au niveau des cellules mammaires pour favoriser l'apoptose, donc la destruction naturelle et normale des cellules du sein. Donc on reproduit par cette petite fenêtre un petit peu le moment des règles où on a une chute des taux d'œstrogène. Alors, pour pouvoir discuter d'un traitement hormonal, donc ces traitements hormonaux de la ménopause, ils peuvent vous être prescrits par un médecin. Une sage-femme ne peut pas prescrire de traitement hormonal, donc c'est une prescription qui relève du médecin, donc de votre médecin traitant, mais en général, votre médecin traitant prendra l'avis d'un gynécologue. Donc ces traitements hormonaux, ils vont nécessiter une balance des bénéfices et des risques. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir mettre dans cette balance? On va mettre dans cette balance ce qu'on appelle le risque cardiovasculaire et je vais vous parler juste après du risque cardiovasculaire du traitement et du risque cardiovasculaire de la ménopause. On va mettre dans cette balance ce qu'on appelle le risque thromboembolique veineux. Des patientes qui ont fait des phlébites ou des embolies pulmonaires, elles ne pourront pas prendre d'œstrogène. C'est contre-indiqué, la pilule est contre-indiquée et le traitement hormonal sera contre-indiqué. Les risques de cancer du sein, les risques de cancer de l'endomètre et les risques de cancer de l'ovaire. Alors, ils vont tous les trois un petit peu ensemble, ces trois cancers. Donc, cancer du sein, cancer de l'endomètre, c'est le cancer de l'utérus, mais pas du col de l'utérus, c'est le cancer de l'intérieur de l'utérus. Et le cancer de l'ovaire, ils vont tous les trois ensemble parce que c'est des cancers hormonodépendants.
ils dépendent des taux d'hormones et ils dépendent des taux d'œstrogènes. Donc forcément, si on rajoute des œstrogènes ou si on prolonge les œstrogènes, on va augmenter le risque de survenue de ces cancers de manière peu importante, mais il y a quand même une augmentation. Alors, le paradoxe du traitement hormonal sur le risque cardiovasculaire. Donc, chez une patiente qui est ménopausée et qui a déjà des plaques d'athérome, donc c'est la première item, les plaques d'athérome sont préexistantes parce que la patiente était fumeuse, parce que la patiente avait un problème de surpoids, parce qu'elle avait un problème de diabète ou de cholestérol et de triglycérides. À ce moment-là, si vous lui donnez le traitement hormonal, ben, le traitement hormonal va faire son travail, c'est-à-dire qu'il va nettoyer les vaisseaux et il va libérer les plaques d'athérome. Donc, chez les patientes qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire préalables à l'installation du traitement, eh bien, le fait de prendre le traitement, on va augmenter immédiatement le risque cardiovasculaire. Le problème de ce risque cardiovasculaire, c'est AVC, infarctus. Donc, ce n'est pas des petits risques, c'est des risques importants. Chez les patientes qui n'ont pas ces plaques d'athérome, c'est-à-dire qui n'ont pas de risque cardiovasculaire parce qu'elles n'étaient pas fumeuses, elles n'avaient pas de tension, elles n'avaient pas de problème de poids, pas de cholestérol, etc. À ce moment-là, elles n'ont pas les plaques et le traitement hormonal de la ménopause va prévenir l'installation des plaques. Donc à ce moment-là, il est protecteur. Donc voilà, ça c'est important à comprendre parce qu'il y a quelques années, en 2002, il y a une grande étude américaine qui s'appelait la WHI. Et cette étude américaine, elle avait pour but de s'intéresser au risque de cancer du sein chez les dames qui prenaient des traitements avec des hormones. Et cette étude, elle a dû être arrêtée parce qu'ils ont dit, oh là là, mais le problème, c'est pas le cancer du sein du tout. Tout le monde a peur du cancer du sein, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nos patientes à qui on donne des hormones, elles font des AVC et des infarctus. Oui, mais c'était des patientes américaines en surpoids, avec des problèmes cardiovasculaires importants. Et donc toutes, ou pas toutes, mais la plupart, quand on leur a donné les hormones, ben, ça a eu l'effet inverse protecteur et elles ont fait des complications aiguës. Donc tout ça, c'est terminé maintenant parce qu'on a bien compris la physiopathologie de l'installation des plaques, le calendrier, etc. Et donc, parfois, il y a des patientes qui auraient besoin d'un traitement, mais à qui on dit, ben, on ne va pas pouvoir vous le donner parce que vous avez trop de facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc là, le traitement ne sera pas bénéfique. Au contraire, il vous apportera un risque. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle, c'est joli, je trouve, comme interprétation, le paradoxe du traitement hormonal sur le risque cardiovasculaire. Donc, on a une notion de ces connaissances qui sont quand même assez nouvelles à l'échelle des 10-15 dernières années. On a une notion de fenêtre d'intervention thérapeutique. Donc, en gros, il ne faut pas laisser s'installer les plaques. Si votre patiente est ménopausée et que 10 ou 15 ans après, vous voulez lui donner le traitement, ben, la carence en oestrogène va avoir favorisé l'installation des plaques. Donc, la fenêtre d'intervention des plaques, c'est le fait qu'il faut mettre en place le traitement dans les 3 à 5 ans qui suivent l'installation de la ménopause pour pouvoir prévenir l'apparition des plaques. Et donc, il faut installer le traitement avant l'apparition des plaques. C'est pour ça qu'on a une fenêtre pour commencer ce type de traitement. Ce traitement hormonal de la ménopause, on l'a souvent montré du doigt sur les risques de cancer du sein. Il faut savoir qu'il est protecteur pour plein d'autres pathologies. Donc effectivement, sur le risque de cancer du sein, plus comme c'est un cancer œstrogénodépendant, plus on va augmenter le temps où on est exposé aux oestrogènes, plus on risque d'augmenter le risque de cancer du sein. Ça ne veut pas dire que toutes les patientes qui prennent un traitement avec des hormones vont faire un cancer du sein, sinon on l'aurait arrêté depuis longtemps. Mais il y a un surrisque qui fait que chez des patientes qui soit ont eu elles-mêmes un cancer du sein, soit ont beaucoup de personnes dans leur famille qui ont eu un cancer du sein ou parce qu'elles ont une prédisposition génétique au cancer du sein, ne pourront pas prendre ce traitement. Le traitement hormonal, il est protecteur sur d'autres maladies, d'autres cancers qu'on ne connaît, on ne le sait pas toujours, mais ça, par exemple, c'est protecteur sur le cancer du côlon et ça va prévenir les maladies du vieillissement et en particulier les maladies d'Alzheimer et les maladies de Parkinson. Donc voilà, sur la vie du grand âge futur, le traitement hormonal présente beaucoup d'effets qui sont positifs, en particulier sur ces deux maladies neurodégénératives.
Donc, on a des recommandations. Vous voyez qu'elles datent de 2003 et elles, ce sont toujours les mêmes. Donc, elles n'ont pas changé, elles sont bien claires. Le traitement hormonal est indiqué en cas de signes climatériques gênants, c'est-à-dire si on est gêné dans sa vie quotidienne par les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, etc. Il ne doit pas être prescrit ou renouvelé de manière systématique. Il faut toujours réévaluer la balance des bénéfices et des risques. La patiente traitée doit être clairement informée sur les risques potentiels et elle va avoir un suivi qui va être adapté. Les patientes sous traitement hormonal, elles vont être suivies très régulièrement pour les mammographies. Effectivement, elles auront un surrisque de faire un cancer du sein, mais on le dépistera tôt, il sera petit, peut-être qu'elles n'auront qu'une opération, voire qu'une opération et de la radiothérapie, et elles n'auront peut-être pas besoin de chimiothérapie, etc. Alors que les patientes qui ne prennent pas de traitement hormonal, en général, ne sont pas suivies régulièrement, et donc on va dépister des cancers du sein plus avancés. Donc il y a un surrisque de cancer du sein quand on prend un traitement avec hormones. Mais par contre, la mortalité par cancer du sein est moins importante. Le THM doit être prescrit et renouvelé à la dose minimale efficace d'hormones. Donc ça, on adapte ça sur les fameuses doses de crème dont je vous parlais. Et il faut réévaluer au moins annuellement l'intérêt de la poursuite du traitement. Et c'est des traitements qu'on peut être amené à prendre pendant 3 à 5 ans, voire 5 à 10 ans. On va rarement au-delà de 10 ans, ou en tout cas les recommandations nous disent de ne pas aller au-delà de 10 ans. Je vais terminer, je surveille l'heure, mais je vois qu'on est encore bon pour avoir encore quelques questions sur tout ça. Je vais terminer Alors, sur... a- avant que vous Oui. passiez justement aux traitements non hormonaux de la ménopause, est-ce que le traitement hormonal peut être prescrit en périménopause? Alors, c'est un peu comme notre histoire de la pilule de tout à l'heure. En fait, si on a un déséquilibre et qu'on a encore des oestrogènes, là, si on vous donne le traitement, vous allez avoir trop d'oestrogènes et donc ça n'est pas prescrit. Il faut que la ménopause soit déclarée pour prendre ce traitement à base d'hormones. En périménopause, ce qu'on peut donner, c'est de la progestérone seule, mais à ce moment-là, ce n'est pas considéré comme un traitement hormonal de la ménopause. D'accord. Les traitements non hormonaux, donc il y en a un certain nombre. Donc il y a des traitements spécifiquement qui vont agir sur les bouffées de chaleur. Donc on a des médicaments, donc là sans hormones comme l'Abuphène, hein, c'est un exemple, mais c'est des médicaments qui sont disponibles en pharmacie. On a des patientes qui ont des problèmes d'hypertension, qui prennent des médicaments pour faire baisser leur tension. Donc là, il faut en parler aussi avec votre médecin traitant parce que parmi ces médicaments qui font baisser la tension, il y en a certains qui vont avoir une action favorable sur les bouffées de chaleur. Donc, on peut parfois changer le traitement hypertenseur pour être sur un médicament qui serait plus adapté. On a des patientes qui vont avoir des médicaments à type d'antidépresseurs. Voilà, sachez aussi que voilà, les antidépresseurs vont jouer positivement sur les problèmes de bouffée de chaleur, ce qui peut expliquer que certaines patientes qui prennent des antidépresseurs peuvent ne pas ressentir de manière spécifique de bouffée de chaleur au moment de leur ménopause. Et il y a parfois des patientes ménopausées chez qui on utilise des antidépresseurs alors à des doses faibles, etc., mais pas à viser d'une dépression, à viser de réguler leur bouffée de chaleur. Ce pas des médicaments très classiques. Là, je vous parle vraiment de choses où on essaie d'adapter les choses chez des patientes qui ne peuvent pas recourir au traitement hormonal parce que le traitement hormonal est plus facile à prendre que ce type de traitement neurosédatif ou psychotrope. L'autre chose, c'est qu'il faut dissocier bouffée de chaleur et sécheresse vaginale. Et si des patientes n'ont pas de bouffée de chaleur ou ont des bouffées de chaleur, mais qu'elles tolèrent relativement bien et qu'elles ne souhaitent pas prendre d'hormones, mais qu'elles sont embêtées avec une sécheresse vaginale importante, eh bien, on peut traiter localement la sécheresse vaginale. Donc, on peut utiliser des oestrogènes locaux. Ces oestrogènes locaux, donc c'est souvent sous la forme de crème ou d'ovules, peuvent être donnés même si on a une contre-indication à prendre des oestrogènes dans le traitement hormonal. Bien sûr, c'est une période où, quand on parle des traitements non hormonaux, on peut parler d'acupuncture, d'homéopathie, de phytothérapie.
C'est une période aussi où c'est important de prendre en charge d'une manière générale les problématiques hygiéno-diététiques. Et donc la perte de poids va aider à la mobilisation et donc ensuite aux douleurs articulaires. Et puis plus vous allez avoir une activité physique régulière, plus vous allez moins faire de problèmes d'ostéoporose pour la vie d'une manière générale. Et c'est aussi une période importante où il faut vraiment éviter l'isolement social et où on sait que de pouvoir rencontrer du monde, de pouvoir discuter de tout ça, de pouvoir avoir des activités avec d'autres personnes est favorable sur le plan psychologique, voire à cette installation de la ménopause et ça aide à passer des caps. Voilà pour la petite synthèse sur les petites choses que pouvais vous dire sur comment bien vivre sa ménopause. Et donc, effectivement, nous pouvons encore échanger sur ces quelques points si vous le souhaitez. On alors on parle beaucoup de fonte musculaire à partir d'un certain âge, justement, à partir de 40 ans, liée à cette baisse d'œstrogène. Qu'est-ce que vous recommandez aux femmes de faire justement à partir de 40 ans de différent pour justement entretenir leur santé, prendre soin d'elles et anticiper peut-être les problématiques futures? Alors, sur l'aspect musculaire, c'est très probablement finalement le manque ou le défaut d'activité physique qui va conduire à cette fonte musculaire. Donc là, on est vraiment sur la prise en charge de l'hygiène générale de vie où si on n'avait pas d'activité physique régulière, c'est important de pouvoir en avoir. Alors, voilà, quand on parle d'une activité physique régulière, je ne vous dis pas forcément qu'il faut s'inscrire dans une salle de gym et faire 2 heures de rameur tous les jours, mais voilà, ne serait-ce que marcher régulièrement, de pouvoir éventuellement aller à la piscine, ça reste voilà, des activités physiques relativement douces et accessibles qui sont importantes pour entretenir cette santé générale, mais voilà, des articulations, des muscles, des os, etc. Et puis quelque part, il y a une question du lien social aussi qui se crée dans ces activités. Est-ce que les femmes doivent changer quelque chose aussi dans leur alimentation? Alors, Puisque forcément, vous on parliez de... préconise une alimentation équilibrée, mais ça, bon, finalement, c'est quel que soit l'âge, hein, c'est censé être le cas. On va être un peu plus sensible sur les apports en calcium et en vitamine D. Donc, le calcium qu'on va trouver dans l'alimentation, la vitamine D, dans le cadre du suivi, hein, on préconise d'ajouter des ampoules de vitamine D, surtout pendant les périodes d'hiver, puisqu'après, la vitamine D, finalement, c'est la luminosité, donc le fait d'être en extérieur, voilà, la marche, par exemple a un rôle positif sur la vitamine D qu'on accumule quand on est en extérieur, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil finalement. Et alors la vitamine D, elle se prend à partir de quel âge finalement? Eh bien, à l'heure actuelle, on est en train de se dire qu'on en donne à nos enfants pour qu'ils fassent des os bien solides et que maintenant on préconise de prendre de la vitamine D tout au long de la vie. Donc, il n'y a pas un âge où on peut commencer à prendre de la vitamine D. Maintenant, on peut en prendre tout le temps. Et donc, si on n'en prend pas de manière régulière, on peut tout à fait demander, quel que soit l'âge, à pouvoir avoir une supplémentation en vitamine D. Donc ça, on le demande à son médecin. C'est possible, voilà, de le Ouais, demander à son médecin traitant. C'est parfois le simple et rapide, ou dans le cadre du suivi gynéco, à son gynécologue ou sa sage-femme. Ou médecin traitant, parce qu'on a aussi beaucoup de médecins traitants maintenant qui font des suivis gynécologiques. est-ce qu'il y a d'autres vitamines qui seraient préconisées justement pour bien vivre cette période de périménopause, ménopause en complément des Non, solutions? non, pas de manière spécifique. En tout cas, après, voilà, vous allez voilà, avoir beaucoup de choses qui peuvent être vendues en pharmacie avec des éléments plus généraux, mais il n'y a pas de choses spécifiques qui sont reconnues comme pouvant changer ces symptômes, etc. Regarde les Je n'ai questions. pas de recette miracle. Justement, on attendait, on attendait. Alors, la course à pied est conseillée pour lutter contre l'ostéoporose, mais déconseillée pour Les l'incontinence articulations. urinaire. Où se Les situe le juste articulations. milieu? Ou alors,
Bon, ben, je pense que le juste milieu, c'est la problématique, c'est quelqu'un qui n'a jamais couru, qui va se mettre à courir et qui va le faire d'une manière très importante, peut-être d'emblée. Sur l'incontinence urinaire, oui. Sur les articulations aussi, attention. Donc, ce qui est important, c'est de faire des choses enfin, des choses progressives, mais surtout régulières. Si vous courez régulièrement, que ça vous apporte voilà, un bien-être sur l'équilibre de votre poids, etc. Il ne faut pas s'arrêter à une problématique urinaire. Il faut rencontrer un médecin qui est spécialisé dans ce qu'on appelle la statique pelvienne, qui est soit un neurologue, soit un gynécologue, et que peut-être on a une intervention pour replacer votre vessie assez simplement pour vous permettre de continuer à avoir une activité physique régulière, adaptée à votre vie personnelle par rapport à ça. Très bien. Si on devait retenir les trois points clés, les trois conseils clés que vous pourriez nous donner pour les femmes, voilà, qui entrent dans cette période de péri plus ménopause, Ben, la voilà. ménopause, voilà, c'est pas une Les, fatalité. Je dirais que c'est mon premier ce message n'est clé. Le deuxième message important, c'est qu'il faut être bien suivi. Voilà, c'est vraiment très très important de ne pas arrêter son suivi parce qu'on justement n'est pas bien, qu'on se sent pas bien, qu'on se sent pas bien entendu ou pas bien écouté. Il faut peut-être pouvoir trouver les bons interlocuteurs. Et le troisième message important, c'est ne diabolisez pas le traitement hormonal. On l'a trop diabolisé. Il y a des patientes qui en ont besoin et ça leur change la vie. Et voilà, il n'y a pas de raison de prendre justement cette ménopause comme une fatalité si on a besoin de ce traitement hormonal pour passer un cap. très bien, le discours est en train de changer autour du traitement hormonal et puis effectivement, ça peut aider beaucoup de personnes, tant mieux. Mais écoutez, on arrive au terme de cette conférence. Je remercie l'ensemble des personnes qui ont participé. Je vous remercie, professeur Cabri, de toutes les informations que vous nous avez apportées. Je pense que C'était c'est un très plaisir. important. Nous vous invitons tous à donner votre avis en scannant le QR code qui vient de s'afficher à l'écran. Et puis, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine thématique très prochainement. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Encore merci, professeur, pour toutes les Merci à vous, en tout cas informations. pour ces échanges et très bonne continuation à tout le monde. Au revoir.